Cette vidéo est un remix d'une ancienne vidéo qui a été censurée par YouTube à cause des droits d'auteur. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Nous y avons mené une guerre par procuration contre l'Union soviétique. Nous avons contribué à créer les Moudjahidines. Nous avons armé, formé et soutenu certains de ceux qui se battent aujourd'hui contre nous. Nous devons vivre avec le monde que nous avons contribué à créer. Forcer les soviétiques à intervenir en Afghanistan, ça consistait non seulement à les faire apparaître comme des agresseurs, mais c'était aussi les précipiter dans une guerre longue et coûteuse. Un nouveau Vietnam. Voilà. Car à l'Ouest, les meilleurs spécialistes de la question afghane savaient que le formidable rouleau compresseur de l'armée rouge serait impuissant à réprimer une rébellion éclatée, protégée par un relief montagneux difficile. Ouais. Et armée en temps voulu par les puissances occidentales. Et les plus riches des pays arabes. Donc à terme, ça se traduirait par un enlisement, une guerre interminable, coûteuse en hommes, en matériel, en argent, et qui ne manquerait pas de provoquer à l'intérieur même de l'URSS une grande lassitude, sinon des ferments d'opposition. Vous avez compris maintenant? L'enjeu était considérable. Une thèse confirmée par le propre conseiller du président Carter, Zbigniew Brzezinski, qui déclarait ceci en novembre 1997 à Vincent Jauvert du Nouvel Observateur. Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines a débuté courant 1981, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais la réalité, gardée secrète jusqu'à présent, est tout autre. C'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Brzezinski ajoute: nous n'avons pas poussé les Russes à intervenir, mais nous avons sciemment augmenté la probabilité qu'il le fasse. Et lorsque le journaliste Vincent Jauvert lui demande s'il regrette cette initiative, l'ancien conseiller de Carter répond: regretter quoi? Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan. Et vous voulez que je le regrette? Le jour où les soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j'ai écrit au président Carter en substance: nous avons maintenant l'occasion de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam. Mais 2 décennies plus tard, les tours du World Trade Center s'écroulaient, frappés par des avions pilotés par des terroristes islamistes, vraisemblablement entraînés en Afghanistan. La photographie de John McCain, prise en Syrie au mois de juillet, je crois, 2013. On voit, il y a un groupe de salafistes. D'ailleurs, on le voit au milieu des salafistes, donc des salafos wahhabites.
en train de remettre une décoration à un super gros barbu, à tête un peu patibulaire. Et puis on le voit dans une salle, alors les photographies sont tout à fait explicites, et en face de lui, qui y a-t-il? Eh ben, il y a Monsieur El-Baghdadi, qui est le fameux émir, pas émir, pardonnez-moi, émir veut dire commandeur des croyants, hein, c'est la même chose. Le calife. On top of that, I am concerned about this report about Syrian rebels and the ceasefire with ISIS. Senator But that's Paul, not true. Well, it's not true. It's you want me not to read true. from the, Whether I don't care about the report. I know these people intimately. We talk to them all the time. But also, let me point out that if we are going to conduct a conflict the way you are describing it, and I'm afraid that's the case, this is reminiscent of Vietnam, the gradual escalation that ended up in one of the worst defeats that America has ever suffered. Let me ask you about what your colleague Rand Paul said about it this morning. He said it's a mistake to arm them. Most of the arms that we've given the so-called moderate rebels have wound up in the hands of ISIS because ISIS simply takes it from them, or it is given to them, and we mistakenly actually end up giving it to some radicals. How look, things are very... Has Rand Paul ever been to Syria? Has he ever met with ISIS? Has he ever met with any of these people? No. We're going to have a fight because it's patently false. This is the same Rand Paul that said we didn't want to have anything to do with anything to do in the Middle East, by the way. I don't want to get in a fight with him at all. Yeah. But it's not true. I know these people. I'm in contact with them all the time. All right, let me ask you this. Opposite to what's generally said, it is more Contrairement à ce que certains disent, c'est plus faisable aujourd'hui d'intervenir contre Assad que ça l'était il y a 2 ans contre Kadhafi. Tous ceux qui vous disent qu'on ne peut pas dire ça, que la Syrie est compliquée, vous mentent. Il y a un peu plus de 2 ans, nous ne savions pas à quoi le Moyen-Orient ressemblerait quand tous ces gens étaient au pouvoir. Et on ne peut pas prédire à quoi ressemblera le Moyen-Orient dans 2 ans, excepté que la région réclame désespérément le leadership de l'Amérique. À mon avis, et je déteste être partisan quand je dis ceci, mais le leadership fait défaut. Il fait défaut. Personnes que je viens de voir qui sont des Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Alors justement, vous parliez de la Syrie, les rebelles sont en train de perdre du terrain. Est-ce qu'il faut les armer? Les Américains semblent prêts à le faire. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage parce que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Parce que Bachar, lui, il a des avions, plus de 500, il a des canons puissants, il a utilisé d'une façon scandaleuse des armes chimiques. Et donc, en face, il ne s'agit pas d'armer pour armer, mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Italiens, enfin il y a toute une série d'Européens, dont des Français, qui sont partis, comme ils disent, faire le djihad en Syrie. Les autorités françaises ont longtemps fermé les yeux sur ce phénomène, feignant de ne pas voir. Sans doute que l'intérêt était alors plus grand car les djihadistes combattaient un ennemi commun. Plusieurs familles de jeunes Français partis faire le djihad avaient appelé le gouvernement à mettre à mal le système d'endoctrinement et enrayer l'exode des candidats à la guerre sainte en Syrie. Ils sont partis sans aucun problème en Syrie. Alors quand je leur ai posé la question, une fois arrivés, ils m'ont dit mais finalement les autorités nous laissent partir délibérément, ça les arrange bien que nous partions en Syrie puisque nous allons combattre un ennemi commun qui est Bachar el-Assad. Des djihadistes venus de l'étranger ont rejoint la rébellion et ne veulent pas être filmés. Jacques Berès note que ces hommes n'étaient pas là il y a quelques mois. La nature du conflit a semble-t-il changé. Son engagement sans réserve en prend un coup. On rencontre des djihadistes avec un look de djihadiste, un discours de djihadiste, une attitude de djihadiste, un raisonnement de djihadiste. Enfin, c'est charmant. Il y a des jeunes gens qui disent que Mohamed Merah de Toulouse avait raison et que c'est un exemple à suivre. C'est très préoccupant quand même. Il faut livrer des armes aux rebelles syriens si on veut empêcher quelques dizaines de milliers ou quelques milliers de vies
enfin si on veut épargner quelques dizaines de milliers ou de milliers de vies, il faut le faire. Maintenant, peut-on le faire de façon ciblée? Oui, je crois qu'on peut le faire de façon ciblée maintenant en donnant des armes plus importantes, relativement lourdes, aux gens que maintenant on connaît, qui sont dans les zones périphériques et dites libérées, même si Al-Qaïda est présent, et Al-Qaïda représentant ceux qu'on croit être les meilleurs combattants, en tout cas les plus déterminés, c'est évidemment très difficile, je le sais. Alors disons tout de suite qu'on ne fera rien. Moi j'ai même signé un texte pour dire qu'il fallait le faire. Qui s'affrontent. Moi je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Hein? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser le Bachar, c'est quoi je vais vous dire? La finalité? Dans le but très simple. Mais le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit, on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Frédéric. جماعة الخير حتى مداواة الجريح هذا في عرف يعني وإذا أنا أرى أننا نناشد إسرائيل أنا أقول نناشد إسرائيل على ساعة أشهد يطلعوا يحكون نحن إذا اتصل الأمر ناشده كل واحد من المجلس الوطني يقول ما نريد تدخل بدي يقص لسانه أنا بدي يقص لسانه. الشعب اليوم بحاجة إلى حماية. وأخص بالذكر الطائفة العلوية. أما الذي نصرنا فسيكون معنا مثلنا مثله في معاملة المواطنة. وأما الذين يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنكرمنهم بمثالب اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب. نناشد إسرائيل على ساعة أسهل. الشعب اليوم بحاجة إلى حماية. أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد. سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين 60 مليون دولار أو نحو شيء من هذا شيء قليل جدا. لن تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم. نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرجولة، وقفة لله، وقفة للخير للحق برضه. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!